Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. La salle se remplit petit à petit. Voilà, donc je vais monopoliser la parole Bonjour. pendant 2 petites minutes. Au Donc, pour vous souhaiter la bienvenue à tous, donc nous allons aujourd'hui parler du syndrome de l'imposteur, qui est quelque chose que l'on rencontre assez couramment, pour lequel, dans un monde où on devient de plus en plus extraverti, la communication, Tu as besoin de ta voiture? Tu as besoin de ma voiture? tout cela est très, comment dirais-je, important. Et donc, avoir de l'assurance personnelle, se sentir légitime dans son poste, dans sa fonction, c'est extrêmement important. Donc, l'animatrice de ce webinaire, Florence Roch, à qui je vais céder la parole dans quelques minutes, va développer cette thématique. Donc moi, auparavant, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue. Donc pour ce webinaire qui est partagé, comme nous le faisons assez régulièrement entre 3 associations. Donc outre les mines que je représente, puisque je suis Michèle Rosaire, la responsable carrière, il y a également les arts et métiers, d'autres ingénieurs et puis des alumni d'écoles de management au travers de l'EM Lyon. Voilà, donc on est bien content de partager ces webinaires entre nos associations, ce qui permet de démultiplier un petit peu les thématiques que l'on peut traiter. Voilà, donc le webinaire sera enregistré. Donc, nous vous adresserons soit en direct, soit via vos associations respectives, les slides de la présentation qui seront utilisés par Florence Roch tout de suite, et puis également le replay de la conférence, de façon à ce que vous puissiez réécouter certains points dans lesquels vous vous identifiez plus particulièrement et pour lesquels vous avez besoin de réécouter à tête reposée pour voir comment vous adaptez les conseils de Florence. Voilà, nous terminerons. Alors, je vous propose au départ, Florence va faire un petit exercice. Je vous propose ensuite, après cet exercice-là, je vous propose ensuite de donner vos questions via le chat. C'est moi qui les relayerai à Florence. Si on peut, 10 minutes avant la fin, on essaiera de vous libérer les micros pour que vous puissiez poser, si on a le temps, quelques questions en live, parce que c'est toujours un petit peu plus sympathique. Voilà, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, et puis on terminera à 14 heures précises pour que vous puissiez rejoindre vos activités habituelles. Voilà, donc je crois que je n'ai rien oublié. Et je donne maintenant la parole à Florence Roch, voilà, qui va animer ce webinaire, qui va se présenter et vous en dire beaucoup plus sur le sujet. Voilà. Merci À toi, Michel. Florence. Bienvenue à ce webinaire. Alors, je vais vous partager la présentation et nous pourrons démarrer. Voilà, et je le mets en grand écran. Alors, Super. c'est bon. Se libérer de son syndrome d'imposture pour réussir son évolution professionnelle. Alors, pourquoi cette conférence? Pour améliorer sa confiance en ses compétences et en soi. Je suis repartie de ChatGPT, en fait, parce que j'ai regardé les définitions, Larousse ou ChatGPT, du syndrome de l'imposteur. Alors, Larousse, où il y a syndrome, où il y a imposteur, il n'y a pas les deux. En revanche, ChatGPT nous propose une définition que je vais vous partager parce qu'elle me paraît correspondre en tout cas aux situations et au vécu des clients que j'accompagne depuis un peu plus de 15 ans. Alors, je lis, hein. Le syndrome de l'imposteur est un état psychologique dans lequel une personne doute constamment de ses propres compétences et de sa valeur,
et ce, malgré des preuves de réussite et de compétence. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ont souvent l'impression d'être des fraudeurs ou des imposteurs, craignant que leur réalisation ne soit pas méritée ou qu'elle soit surévaluée par les autres. Le syndrome de l'imposteur peut affecter des personnes de tous les âges, de tous les niveaux de réussite et de tous les milieux socio-économiques. Les causes peuvent varier, mais cela peut être lié à des expériences de rejet ou d'échec dans le passé ou à des attentes élevées de soi-même ou des autres. Il est important de reconnaître le syndrome de l'imposteur et de le traiter, car cela peut affecter négativement la confiance en soi, les performances à long terme. Voilà pour la définition. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, toutes les conférences que je prépare, tous les webinaires que j'anime, tous les articles que j'écris sont liés à mon expérience de vécu avec mes clients. Et quand ça devient récurrent, en fait, j'en fais un sujet. Et ce sujet-là, eh bien, depuis que j'ai commencé ce métier, je ne compte plus les personnes qui me disent « je suis illégitime, je n'ai pas confiance en moi ». Et j'accompagne des cadres dirigeants, mais je vous expliquerai après. Donc, je ne compte plus depuis de nombreuses années les personnes, mes clients qui se sentent illégitimes de la confiance que leur accorde leur manager, qui se demandent s'ils ont évolué dans leur entreprise grâce à la chance. Vous prenez des collaborateurs qui sont au comité de direction, qui sont rentrés tout bébés dans l'entreprise, se disent eh ben, en fait, j'ai bénéficié de courants ascendants, de formations, mais est-ce que j'ai des compétences? Est-ce que j'ai réellement un savoir-faire spécifique? Est-ce que je suis à ma place réellement au comité de direction? Ceux aussi qui me disent, qui ont constamment peur du jugement de leur père, de leurs collaborateurs, de leur manager, cette peur du jugement. Et donc, qui les empêche en fait de se mettre en avant. Qui se disent que malgré un process de recrutement très exigeant, eh ben, ils ne vont pas réussir dans le job. Donc, le phénomène d'imposture, en fait, ou d'illégitimité, il est positif s'il nous permet de prendre le recul nécessaire pour bien réfléchir et mettre en évidence et mettre en œuvre, en fait, les actions qui nous permettent de réussir la mission qu'ils nous ont confiée. En revanche, il va être contre-productif s'il nous met en échec, s'il est empêchant, en fait, si c'est un frein à la réalisation de soi. J'ai pour exemple Paul, qui est un directeur R&D, en fait, qui a été bloqué à un moment donné dans son ascension parce que le retour qu'il a eu des RH et des différents assessments, c'était « vous manquez d'assertivité, de leadership ». Et en fait, il est venu me voir pour développer son leadership. Parce que je vais prendre pas mal d'exemples pendant ce webinaire. Et en fait, alors, pour rappel, hein, le charisme est une qualité, le leadership est une compétence, il se développe. Ce sont deux notions totalement différentes. Donc, voilà des exemples. Et donc, moi, l'objectif là de ce webinaire, c'est de vous proposer des solutions qui marchent, que j'ai mis en œuvre en coaching, pour vous permettre, en fait, de gagner en légitimité, en fait, de vous défaire de cette croyance totalement limitante qui, souvent, vous a été inculquée et donc qui est empêchant pour la suite et qui aussi amène un manque de sérénité. Et encore une fois, ce n'est pas la même chose que se dire « j'ai une nouvelle mission, je doute, j'ai peur ». Oui, parce que je ne sais pas, parce que je suis dans un nouvel environnement. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est on va dire que c'est nos warnings qui s'actionnent. Alors, donc moi, je me présente rapidement. Je suis Florence Roch, je suis coach. J'accompagne les trajectoires professionnelles depuis un peu plus de 15 ans maintenant, que ce soit en outplacement, donc coaching en rebond professionnel, que ce soit en entreprise pour accompagner des cadres dirigeants à se repositionner au sein d'un groupe, ou en coaching justement pour développer les qualités managériales, les leadership, les compétences, pardon, en vue d'une évolution ou dans le cas d'une prise de poste. Alors, avant de démarrer, est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que 3 d'entre vous peuvent partager ce qu'ils ressentent, eux, comme principal sentiment d'illégitimité? Alors,
n'hésitez pas à prendre la parole, hein, ceux qui peuvent s'exprimer parce qu'ils sont en télétravail et non pas dans un bureau partagé. L'idée, c'est de prendre 3 petits flashs sur des préoccupations qui sont les vôtres. Voilà. Bon, alors, ce sont des Bon. sujets assez personnels et one-to-one, je le Mm. reconnais. De toute façon, après, à l'issue de ce webinaire, pour ceux qui veulent échanger de façon plus personnelle et plus confidentielle sur leur sujet, vous pourrez toujours me contacter. Je pense que tout le monde a mon mail dans l'invitation ou mon téléphone, ou vous me trouvez sur LinkedIn ou sur, bien sûr, la page contact de l'espace dirigeant. Il n'y a aucun souci. Parce que là, je vais quand même rester à un niveau assez méta, assez générique, même si je prends des exemples. Je ne peux pas rentrer dans du cas par cas, bien évidemment. Alors, je vais démarrer. Première étape pour déjà commencer à se libérer de son syndrome de l'imposteur ou d'illégitimité, eh bien, c'est de partir de l'existant. C'est d'identifier déjà des situations professionnelles avec un ressenti d'illégitimité et observer ce qui se passe. Donc, vous avez vous êtes dans votre contexte professionnel, regardez, identifiez en fait des moments, des situations où vous avez été où vous avez ressenti ce sentiment d'illégitimité. Donc, avec vos managers, avec vos pairs, avec vos collaborateurs et avec vos clients. Et là, vraiment, c'est identifier les situations, le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez réagi, quel a été l'impact sur vous et sur votre environnement professionnel. Je vais prendre le cas de Claire, en fait, que j'ai coaché il y a quelques temps maintenant. Et d'ailleurs, quand on parle de ce sentiment de légitimité, quand sa DRH m'a appelée, sa DRH, je l'avais coachée précédemment quand elle a pris son poste de DRH, il y a quelques années auparavant, elle m'a énoncé le besoin de Claire. Et là, je me suis dit, en fait, ça ne rentre pas dans les problématiques que je traite régulièrement au coaching. J'ai eu ce sentiment d'illégitimité. Et je me suis dit, si Sophie me confie ce coaching, c'est qu'elle pense que je suis la bonne personne. Donc déjà, ça m'a rassurée. Donc là, je me suis basée sur une réussite. Claire avait un sujet. Donc Claire est directrice du risque dans une très, très grosse mutuelle. Dans cette mutuelle depuis plus de 20 ans, a été reconnue, a été promue, est sollicitée régulièrement et reconnue. Et dans un groupe de managers, de leadership dans son entreprise. Claire a eu une nouvelle manager, qui s'appelait Caroline. Et là, tout a changé en fait. Elle a perdu toute crédibilité. Elle a été totalement malmenée dans les entretiens individuels. Ses décisions, tout d'un coup, par cette nouvelle manager, étaient remises en cause continuellement et systématiquement. Sa communication était court-circuitée. Elle était remise en cause devant ses collaborateurs. Elle était remise en cause dans les différents comités de pilotage au sein du groupe. Et là, perte totale de repères, perte de sentiments, perte de valorisation. Claire m'a dit et a communiqué à sa DRH, je ne vaux plus rien. Et le point de démarrage de ce coaching, ça a été que Claire a dit, je veux être en mobilité interne, ne plus avoir de manager, ne plus avoir de collaborateurs, et je veux changer d'entité. Sa DRH, la connaissant depuis un certain nombre d'années, la reconnaissant, a dit, a identifié le sujet, et à partir de là, j'ai été sollicitée pour justement faire en sorte et accompagner Claire pour de nouveau, elle soit droite, en fait, qu'elle se sente légitime. Et cette première étape a été faite avec Claire, d'identifier les situations, les contextes dans lesquels vraiment elle se sentait totalement illégitime et elle ne prenait plus la parole.
C'était arrivé à un point qu'elle ne se défendait pas, elle n'argumentait pas, elle ne prenait plus la parole, en fait. Ce qui a causé aussi beaucoup de tort à ses collaborateurs parce qu'ils ont eu à un moment donné un manager qui était en perte de repère. Et donc, pour chaque situation, identifiez et écrivez. Parce que quand on n'écrit pas, ça ne reste pas et ce n'est pas clairement identifié. Donc, vous écrivez ma proposition et ma recommandation, c'est que vous écriviez ce qu'il se passe. Et puis, il y a quelque chose de très vrai, c'est que l'écriture est libérateur. Ensuite, je vous propose aussi de parcourir votre histoire personnelle pour identifier en fait les croyances, les valeurs transmises par votre famille. Moi, dans tous les accompagnements que je réalise, je commence toujours par l'histoire de vie, parce que c'est quelque part tous les éléments de l'histoire de vie constituent les croyances que sont les nôtres. Et on identifie grâce à ces histoires de vie les drivers en fait. Sois parfait, sois fort, fais plaisir. Et donc, à chaque driver, en fait, il y a des points de force et il y a des points de frein très, très importants. J'ai quelques exemples. J'ai coaché une directrice de la dette dans un fonds d'investissement, plus jeune directrice de la dette dans son cabinet. Et en fait, elle n'avait pas confiance en elle et elle n'arrivait pas en fait à prendre sa place parmi des directeurs d'entités beaucoup plus âgés qu'elle et plutôt masculins. Et en fait, le coaching, il s'est avéré que l'objectif, c'est l'aider à devenir qui elle voulait être. Mais quand on a regardé son histoire personnelle, elle venait d'une famille d'architectes. Elle avait un frère qui était chirurgien et une sœur qui était architecte. Et elle faisait de la finance. Et en fait, elle n'était pas reconnue dans sa famille parce que pour eux, elle m'a dit, en fait, je ne fais que du tableau Excel. Alors que son métier, en plus sur des énergies renouvelables, c'était de créer de la dette et de permettre à des startups avec de vrais projets de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour se développer et créer leur business. Donc, vous voyez, entre le tableau Excel et en fait, elle en est arrivée à un tel sentiment d'infériorité au sein de sa famille qu'elle n'en parlait pas. Et du coup, elle n'en parlait même pas autour d'elle. Donc déjà, avoir conscience de ce que nous faisons. Quelles sont les phrases que vous avez entendues régulièrement vous décrivant? Très sincèrement, je pourrais écrire un roman, en fait, sur ce type de phrases. J'ai des exemples. Héloïse, la dernière d'une fratrie, avec alors un grand frère qui a eu une carrière plus, une grande sœur première de classe, école agro de Paris. Et en fait, Héloïse, depuis toute petite, entend dans sa famille, entend ses parents discuter avec d'autres, entend tout le monde dire « Ah, mais Héloïse est très, très différente de son frère et de sa sœur. Nous sommes très, très inquiets pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Je ne sais pas ce qu'elle va faire de sa vie. » Héloïse a une belle carrière. Seulement, à chaque fois, Héloïse a douté de ses compétences. Et ça finissait qu'elle-même, en fait, se mettait en situation d'échec. Parce que ce n'était pas possible qu'elle réussisse. Parce qu'encore une fois, Héloïse était très différente de son frère et sa sœur et c'était compliqué. Quand je reprends le cas tout à l'heure de Paul R&D qui a souhaité développer ses compétences en leadership, Paul également, dans sa fratrie, en fait, a toujours été considéré comme l'artiste de la famille, celui qui n'écoute pas, celui qui n'est jamais à l'heure là où il doit être, celui qui n'a pas des notes extraordinaires, par rapport à ses grands frères qui ont toujours été des très bons élèves, celui qui a détesté le scoutisme alors que ses grands frères ont adoré le scoutisme. Et donc, bon, il n'est pas devenu directeur R&D par hasard, hein, parce qu'il y a toujours effectivement ce côté créatif. Et Paul, en plus, n'a pas fait une école d'ingénieur aussi prestigieuse que ses grands frères. Donc, vous voyez tout ce que peut transmettre une famille, un univers familial. Et puis, n'oublions pas que nous sommes… je ne sais pas quels sont les participants, mais globalement, là, je vais parler de ce que je connais, l'éducation judéo-chrétienne ne met pas en valeur, quand nous sommes petits, nos forces
nos points positifs, mais plutôt ce qui ne va pas. Moi, je me souviens même de mes filles, notamment l'aînée qui a plutôt été une bonne élève contrairement à la seconde, et j'ai toujours fait beaucoup attention à la seconde parce qu'effectivement, j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et l'aînée, elle pouvait avoir 16 et je recevais un mot du professeur, mais il y a un petit manque sur ce chapitre-là. Que pouvons-nous faire pour aider Charlotte à s'améliorer? Mais je me suis dit, bon, 116, qu'est-ce que je vais lui mettre comme pression? Non, c'est hors de question. Donc, c'est très important de travailler sur ces points positifs. Et moi, c'est ce que je vais vous proposer dans ce webinaire. Identifiez aussi quels sont les moments au sein de votre famille où vous ne vous êtes pas senti reconnu, où vous avez essayé de prendre la parole et vous n'avez pas eu d'écoute, même si après, il s'est avéré que vous aviez raison. Donc, revenir sur son histoire personnelle, sur cet angle-là, croyances issues de la famille, valeurs transmises par le milieu culturel, familial, éducatif, eh bien, de toute façon, de façon consciente ou inconsciente, orienter le regard que vous portez à vous-même. Par rapport à ça, ce qui est plutôt aussi pertinent d'identifier, c'est quels sont les choix que vous avez faits, vous, personnellement, par rapport à toutes ces transmissions, et quelles ont été les raisons de ce choix, et qu'est-ce que vous en avez eu comme bénéfice ou au contraire non bénéfice. Alors, une fois que vous avez identifié les situations, et que vous avez compris en fait ce qui se jouait, que vous avez commencé à comprendre ce qui se jouait, eh bien, avant toute démarche pour modifier son comportement, sa perception de soi-même et donc de son environnement, changer son regard, changer son habitude, eh bien, la nécessité, c'est d'ancrer sa motivation. On a tous besoin d'ancrer sa motivation pour se mettre en mouvement. Pourquoi on va décider de faire du sport? Est-ce que c'est pour maigrir? Mais là, si c'est que ça, on est dans le négatif. Donc, à quoi va nous servir de faire du sport? À nous sentir mieux, à redresser les épaules, à avoir moins mal au dos, du coup être plus agile, pour qu'on décide de choisir telle ou telle formation dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc, la même chose pour mettre en œuvre cette démarche. Imaginez que vous ayez confiance en vous. Vous êtes dans le monde de oui-oui, presque. Là, oui, je vous l'autorise et je vous le recommande. Vous êtes dans le monde de oui-oui et vous avez confiance en vous. Qu'est-ce que vous faites? Quelle action faites-vous? Comment vous comportez-vous dans l'univers professionnel, avec votre manager? Tout d'un coup, vous vous sentez légitime par rapport à lui, par rapport aux autres, en vous-même. Comment vous vous comportez avec votre manager? Comment vous communiquez avec lui? Avec vos pairs de la même façon. Vous êtes dans un comité de pilotage, vous êtes dans une réunion de R&D, vous êtes dans une réunion pour améliorer le site de production. Comment vous vous comportez en imaginant que vous ayez confiance en vous? Autre question, quelles sont les capacités que vous mettez en œuvre? Et du coup, quelles sont les compétences que vous mettez en œuvre? Est-ce que vous avez une façon de vous exprimer beaucoup plus claire? Est-ce que votre présentation PowerPoint, parce que là j'ai du PowerPoint, mais peu importe, vos slides sont beaucoup plus clairs? Est-ce que votre contexte est posé plus clairement? Est-ce que vous entrez davantage en communication avec votre entourage? Est-ce que vous posez des questions? Parce que je sais que souvent le sentiment d'illégitimité empêche le questionnement et du coup est source de conflit. Parce que quand on comprend ce que veut son interlocuteur ou les freins qu'a son interlocuteur, eh bien notre intelligence fait que on va commencer à construire une réponse avec lui. Donc, quel bénéfice allez-vous en retirer? Un bénéfice personnel d'abord et ensuite un bénéfice professionnel. Encore une fois, quand vous imaginez que vous ayez confiance en vous, quel impact cela a-t-il à voir
va-t-il avoir sur les autres et sur vous? Est-ce que vous vous sentirez mieux? Est-ce que vous souffrirez moins? Est-ce que vous sourirez plus? Est-ce que vous aurez moins la boule au ventre? Et donc, par rapport aux situations que vous avez décrites précédemment, ou qui sont vos situations actuelles, qu'est-ce que vous feriez différemment? Encore une fois, et là, vous imaginez que vous avez le champ libre, vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous faites différemment? Je suis tétanisée par rapport à mon manager parce qu'il vient d'arriver, il vient d'une culture totalement différente, il vient du monde du conseil, il ne me laisse pas parler, il remet systématiquement en cause mes décisions d'une voix très cassante. Et ben voilà, je suis une autre Florence, j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que je veux faire différemment? Est-ce que je lui dis « je ne suis pas d'accord » Est-ce que je lui dis « est-ce que j'argumente sur ce que je dois faire » Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est important, hein. Tant que vous n'avez pas envie et tant que vous n'avez pas conscience que c'est fondamental pour vous à partir de maintenant, eh bien, ça va être compliqué de se mettre en mouvement. Et là, je prêche sur ce que j'ai éprouvé, ce que je connais, tant pour moi-même que pour les personnes que j'ai coachées. Parce que on peut toujours se lamenter ou souffrir ou dire « non, je ne suis pas bien, mais là, ça ne marchera pas ». Mais en fait, ça veut dire qu'on en tire un bénéfice. Ça veut dire que le fait de souffrir, bah, finalement, c'est une situation confortable. Et donc, bah, on est dans un certain confort. Même si c'est même si c'est inconfortable, c'est confortable. Et puis, on connaît. Donc, c'est sécurisant. Parce que dès l'instant où on décide de changer, eh bien, on va aller vers l'inconnu. Allons-y, justement. Alors, première étape, pour commencer à se sentir mieux, à se sentir en confiance, à se sentir davantage légitime, c'est identifier ses points de force professionnels et personnels. Parce que la connaissance de vos forces vous permet d'identifier avec précision la valeur ajoutée spécifique que vous apporterez à une équipe, une entreprise. Vous n'êtes pas simplement, on ne peut pas vous résumer à une somme de compétences techniques. Deux directeurs de production ont des compétences techniques, ont des soft skills, ont une façon de rentrer en communication avec les autres, vont apporter des choses différentes. Et donc, ils vont se développer et ils vont être reconnus différemment par des organisations différentes. Alors, vous allez identifier en premier lieu vos réussites professionnelles et ensuite vos réussites personnelles. Ou inversement, ça c'est selon votre préférence. Vos réussites professionnelles. Ben, pour chaque réussite professionnelle, il va falloir définir quel était l'objectif. Vous avez réussi des missions, vous avez réussi des projets. Je ne dis pas que vous les avez réussis facilement et je ne dis pas que c'était sans difficulté. Ça n'existe pas. Mais ça a été réussi. Ça a été réussi quand vous avez atteint les objectifs que vous avez assignés, même s'il y a eu du retard, peu importe, vous avez réussi. Donc, quel était l'objectif? Quel était le contexte? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous fait? Quels résultats avez-vous obtenus? Quels sont les obstacles que vous avez surmontés et comment les avez-vous surmontés? Quelles sont les forces sur lesquelles vous vous êtes appuyé, vos forces? Quels sont aussi les obstacles que vous n'avez pas surmontés? Et là, c'est important d'identifier quels ont été les facteurs empêchants. L'environnement, vous, un conflit avec quelqu'un d'autre, un prestataire qui n'a pas fait son job. Bref, il faut identifier avec précision ce qui a été empêchant pour déterminer les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Et écrivez, encore une fois, si vous n'écrivez pas, ça ne sera pas gravé en fait. De la même façon, vos réussites personnelles. Et là, regardez ce qui s'est passé dans l'enfance, quelles ont été vos réussites. Je pense à une directrice de la promotion immobilière, métier extrêmement compliqué. Elle passe son temps en fait à gérer des conflits, voilà. Et elle aime ça. Et
toute son enfance, en fait, elle a été considérée comme une médiatrice qu'on appelait pour résoudre des conflits. Donc, regardez vos réussites personnelles dans l'enfance, dans la famille restreinte, votre famille, puis famille plus élargie, avec vos amis, au sein d'associations dans lesquelles vous avez un rôle. Je pense à Pierre, un manager qui a quitté une banque, qui était directeur des opérations, mais au sein d'une structure de banque privée plutôt moyenne, avec une vingtaine en fait, de collaborateurs. Et il a été sur un process de recrutement avec 60 collaborateurs. Il m'a dit ça va être compliqué parce qu'ils ne vont jamais me prendre au sérieux et autres. Enfin bon, ça c'est la peur. Et puis Pierre avait fait quasiment toute sa carrière dans cette première banque. Et il se trouve aussi que son histoire familiale, Pierre a perdu son papa très très tôt. C'est devenu le chef de famille en fait, mais pas un chef de famille autoritaire, illégitime. C'est devenu vraiment le second de sa mère, un vrai plus dans l'éducation de ses petits frères. Donc une source de référence dans sa famille, dans son foyer. Et puis Pierre, il est rentré dans plusieurs associations et très rapidement, on lui a demandé de devenir secrétaire général. Ben, ce n'est pas pour rien. Pierre, on peut s'appuyer sur lui. Donc, que ça soit 20 collaborateurs ou 60, ça ne va pas changer fondamentalement les choses pour lui. Et ça, après, bien sûr, il faut le mettre en œuvre. Mais Pierre, avant de faire ce travail, pour lui, il était devenu manager grâce à ses compétences techniques et pas du tout à sa personnalité. Je vais parler d'autres exemples. Toujours Claire, donc je la suis là en termes d'exemple, qui avait besoin de gagner en force, de regagner en force suite à l'intégration d'un nouveau manager au-dessus d'elle. Et bien Claire, en fait, avant l'arrivée de ce nouveau manager, avait eu un gros souci familial à gérer. Sa fille aînée avait été diagnostiquée HPI et déscolarisée. À un moment donné, le système scolaire lui a dit « on ne peut plus la garder ». Donc, c'est un drame. Là, en tant que parent, si on se met juste à la place de Claire, on se dit « oui, qu'est-ce que je vais faire ?» Là, le ciel me tombe sur la tête. Et en fait, Claire, pendant toute cette période, a été un vrai support pour sa fille aînée. Et toute la famille s'est reposée sur sa force, en fait, sur sa capacité à soutenir les autres, sur sa détermination à faire coûte que coûte que sa fille, en étant déscolarisée, passe quand même son bac et continue ses études supérieures. Son mari a été un peu dépassé par les événements parce qu'émotionnellement, c'était très compliqué pour lui. Et donc, bien, quand on a travaillé avec Claire déjà pour reprendre confiance, bien, son histoire personnelle a montré que elle avait les épaules et que c'était quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui peut porter. Je ne dis pas qu'elle peut porter indéfiniment, je ne dis pas que ça ne l'a pas épuisée d'ailleurs, toute cette période, d'où peut-être un manque d'assertivité quand ce nouveau manager est arrivé. Mais voilà, le fond est là. Claire est une personne forte avec ses fragilités. Je pense également à un de mes clients actuels, dont je vais taire le prénom parce que peut-être qu'il est pendant cette conférence, parce que c'est un ancien, c'est un Gaza, qui lui, à un moment donné, a récupéré ses enfants et les a éduqués, en menant une carrière à l'international, en bougeant énormément. Si ce n'est pas une réussite, ça, je ne m'appelle plus Florence. D'accord ? Quand on vous demande de mener un projet à bien, je reprends le cas de Claire. On est repassé par toutes ces réussites. D'accord ? Refonte de toute la méthodologie du système risque et d'audit de risque pour toutes les entités de la mutuelle. Gros projet. Ça, elle l'a mené. C'est un interlocuteur privilégié pour toutes les demandes très complexes. Elle a eu un projet, on lui a demandé d'intervenir et de mener à bien un projet connexe qui était normalement pris en charge par la DSI
parce qu'on avait besoin de toute sa compétence méthodologique et expertise pour être un contributeur sur ce projet et pour être certain que ce projet le mènera à bien. C'est un manager reconnu par ses collaborateurs. Elle a fait grandir ses collaborateurs. Et notamment, c'était à la sortie du Covid. Manager des collaborateurs pendant le Covid, le premier confinement, ça n'a pas été évident parce qu'on est tous tombés de l'armoire. C'était une situation inédite et tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon selon les situations personnelles. Claire n'a pas attendu que son entreprise mette en place des systèmes de communication et de pêche aux informations sur le moral de ses équipes pour mettre en place très régulièrement des moments d'échange simplement sur la façon dont ses collaborateurs et ses collaboratrices vivaient cette période de repli sur soi. Donc, vous voyez, c'est très important d'identifier vos réussites parce que la confiance ne se base que sur nos réussites. Et sur cette confiance, on peut reprendre la main, continuer à évoluer et puis surtout aussi continuer à progresser, à développer des compétences qu'on considère non acquises aujourd'hui. Et là, j'ai plutôt parlé de compétences en soft skills. Je regarde l'heure, ça va. C'est bon. Là aussi, identifiez vos atouts de personnalité. Les atouts de votre personnalité vont vous permettre de comprendre en fait ce que vous apportez à une équipe, ce que vous apportez à une entreprise, ce que vous apportez à, à votre entourage aussi personnel. Pourquoi on vient vous parler? Pourquoi on vous sollicite? Réfléchissez à 5 adjectifs qui vous correspondent. Et là, je ne parle pas d'adjectifs où je suis très centrée sur les résultats ou l'atteinte des objectifs. Ça, à votre niveau, vous l'êtes. Mais vraiment de la personnalité. Je pense à une directrice supply chain que j'ai accompagnée il y a de nombreuses années maintenant. Il y avait son core business, supply chain. Et puis, à côté de ça, en fait, elle était vendeuse. Elle me dit, je fais de la vente. Je sais vendre mes projets au comité de direction. Je sais relayer les besoins. Alors, il y a des personnes qui nous rejoignent en cours. Je les admets. Et donc, en fait, c'était un vrai plus parce que ça veut dire que tous les projets qu'elle mettait en œuvre, elle arrivait à les faire adhérer, que ce soit aux équipes marketing, aux équipes commerciales. Et on sait que la supply chain est au milieu des équipes commerciales et marketing et que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, voire contraire. Eh bien, elle arrivait à bien fonctionner. Je pense aussi à Jean-Michel, ce directeur administratif et financier, qui avait un vrai goût pour le développement commercial. Et en fait, il a fait toute sa carrière dans des enseignes de distribution spécialisées. Et à un moment donné, il a eu le copilotage de l'entité France. Eh bien, il a testé, donc il était DAF, donc il a accompagné de la croissance, il a accompagné du redressement, des périodes de décroissance. Et à un moment donné, il a aussi testé des formats de magasins, donc il a mis en place ce pilote. Il a relancé lui-même avec le marketing, il a été à l'initiative de ce projet, il a relancé la carte de fidélité. Et puis, c'est quelqu'un parlant 5 langues, donc polyglotte et vraiment attiré par les langues, ayant été à l'étranger, qui était toujours l'élément consensuel pour arriver à trouver les solutions qui correspondront à tout le monde. Et pareil, combien de fois les entreprises me disent « Ah, mais le DAF, il m'emmerde. » Voilà. Donc, quels sont les éléments? Moi, j'ai eu à l'occasion un jour d'un atelier aux arts et métiers, j'ai eu l'occasion, quelqu'un qui travaille dans les centrales nucléaires, je leur demandais justement, définissez-moi vos adjectifs, décrivez-vous avec vos adjectifs personnels. Et il me disait, en fait, je suis un manager bienveillant. C'était il y a quelques années, ingénieur, arts et métiers, je ne l'avais jamais entendu. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à chaque adjectif, eh bien, il va falloir trouver l'histoire. On n'est pas dans l'incantatoire.
il y a une histoire qui vient décrire et qui vient prouver ce que vous décrivez. Et donc, il a décrit comment il était, pourquoi il se décrivait comme manager bienveillant. Moi, je travaille dans une équipe d'associés. Nous sommes 8. Je sais clairement, en dehors de mes compétences professionnelles, ce que j'amène à l'équipe. J'amène des idées, de la création. Je suis créative. Ma directrice générale, qui est Laurence Ménard, a une personnalité extrêmement maternante presque. Elle nous enveloppe de chaleur. Et ça, quand on travaille, quand on travaille, ça fait du bien. Donc, vous voyez, c'est identifier quels sont vos atouts de personnalité. Vous les connaissez, puis demandez à votre entourage. Qu'est-ce que tu me reconnais comme atout? Ma fille me dit, maman, c'est génial, on me dit que je suis super positive, quelles que soient les difficultés. Ben, merci. Voilà. Parce que des difficultés, on en rencontre toujours au cours de la vie. Et puis, on a des soucis, des choses qui nous tombent dessus. Puis, à un moment donné, on sait qu'on va s'en sortir. Alors, sortir, une fois que vous avez identifié donc, vos réussites professionnelles, vos réussites personnelles, que vous savez vous définir, en fait, quels sont vos points de force de personnalité. Ça, c'est une recommandation, mais plus. Vous sortez de votre solitude en rencontrant d'autres professionnels en one-to-one. Rien de mieux pour se sentir bien que de sortir de son bureau, de chez soi, pour aller rencontrer d'autres personnes. Vous allez échanger. Vous allez rencontrer des professionnels qui font le même métier. Vous allez rencontrer peut-être des professionnels qui font pas le même métier, qui ont un métier connexe au vôtre. Vous allez rencontrer d'autres secteurs d'activité. Vous allez rencontrer d'autres cultures d'entreprise. Et donc, en échangeant, vous allez vous rendre compte que finalement, les difficultés que vous rencontrez, eh ben, votre homologue les rencontre aussi. Que les freins ou les croyances limitantes, votre homologue les rencontre aussi. Et ça fait un bien fou. Vous n'êtes pas tout seul. Et puis, vous rencontrez des difficultés. Votre homologue ne rencontre pas les mêmes difficultés, mais rencontre d'autres difficultés. Donc, vous allez pouvoir vous aider mutuellement. Vous n'imaginez pas, quand nous faisons nos ateliers, nous démarrons nos ateliers workshop au sein du cabinet L'Espace Dirigeant, notamment sur les freins liés au réseau, sur les freins liés au processus de recrutement, sur les freins liés aux chasseurs de tête. Vous n'imaginez pas, en fait, sur 8 personnes, il y en a 7 qui vont penser la même chose. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se dire que non, nous ne sommes pas un vilain petit canard. On a tous, quelque part, le même sentiment, ou des sentiments différents, mais on a tous des sentiments d'illégitimité. Je prends le cas toujours de Claire. Claire, à un moment donné, quand elle a commencé à se sentir mieux, en fait, elle a candidaté dans d'autres entreprises. Et elle a eu des entretiens qui se sont très bien passés. Et là, tout d'un coup, on se dit, oui, je plais. Et oui, on a besoin de ma valeur ajoutée. On a besoin de moi en tant que futur collaborateur. Je pense à Violaine, qui avait des doutes quant à sa capacité d'être directrice générale d'une PME, sachant qu'elle avait été directrice commerciale France et directrice d'entité opérationnelle dans un groupe. Alors, Franck Forestier, voilà. Violaine a été rencontrer des DRH par son réseau, a été rencontrer des directeurs généraux de PME, a été rencontrer des recruteurs, des chasseurs de tête, et elle a exprimé ce qu'elle venait chercher auprès d'eux. Et elle a eu des retours très positifs. Donc, plus on va échanger avec d'autres, plus on va être en capacité de se regarder positivement.
Une fois que vous avez fait tout ce travail, alors ça ne se fait pas en un jour, hein, eh bien, vous allez formaliser vos forces. Donc, quelles sont vraiment vos forces dans la sphère professionnelle? D'accord? Et comme elles sont basées sur vos réussites concrètes, elles ont de la valeur. Ça ne tombe pas du ciel, ce sont les vôtres. Et les écrire, c'est fondamental parce que vous pourrez les relire régulièrement quand vous êtes en situation de doute fort. Vous les relisez. Et dans votre sphère personnelle, de la même chose, écrivez vos points de force professionnels. Parce que le pro et le perso, quand même, se mélangent. On ne va pas être différent totalement en termes de personnalité dans l'univers professionnel et dans l'univers personnel. On va être bien sûr avoir une image sociale dans l'univers professionnel. Mais quand on fait face à une difficulté dans l'univers professionnel, on va s'appuyer sur nos forces personnelles. Donc, identifiez-les. Une fois que vous avez identifié vos forces, eh bien, vous allez définir vos actions prioritaires et les mettre en pratique et regarder ce qui se passe. Et là, la plupart d'entre vous vont être d'accord que la méthodologie du test and learn, c'est quand même la meilleure qui marche. Parce qu'on peut tester, voir ce que ça fait et réajuster au fur et à mesure. Eh bien, vous allez identifier les situations dans votre univers professionnel avec votre manager ou votre N+1, N+2, vos pairs, vos collaborateurs et vos clients. Et identifier les situations que vous souhaitez changer et où justement votre posture et votre relationnel changent, et vous allez mettre en œuvre, en fonction des résultats que vous souhaitez, mettre en œuvre des plans d'action. Je reviens toujours à Claire, elle a décidé de commencer par deux moments très importants, deux situations très importantes, qui étaient vraiment source pour elle de souffrance, n'ayons pas peur du mot. Les entretiens one-to-one hebdomadaires avec son manager et les relations, les réunions 2 fois bimensuelles avec toute l'équipe et son manager. Eh bien, avec son manager, et elle s'est mise à préparer les réunions et à décider du plan d'action en fonction des résultats qu'elle voulait avoir. Son manager s'était arrêté d'être constamment, en fait, plaqué au mur. Donc, elle a commencé à préparer ses réunions et à envoyer un point de réunion, d'ordre de réunion à son manager. Et avec déjà quelques arguments. Elle a osé et elle a testé, parce qu'elle m'a dit, il faut que je le teste. En exprimant à son manager, tu me proposes ça, ça va avoir tel impact positif, négatif. Moi, je pense que cette solution est la meilleure et je vais te le démontrer. Ensuite, pendant ces points, comme elle recevait toujours des mails à des heures indues, même le week-end, avec encore une fois des phrases très brutales et fortement remettant en cause en fait la compétence de Claire, eh bien, elle a décidé de débriefer de ces mails en fin de réunion, en partant de l'écrit, en relisant à son manager ce qu'elle avait reçu comme mail, en disant, ben voilà, sur ce point-là, voilà ce que je peux te répondre, sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là. Ne plus répondre à chaud, ne plus être dans la justification, mais décrire factuellement une situation. Situation 2, réunion avec l'ensemble de l'équipe plus son manager à elle, puisqu'elle était court-circuitée, sa parole était coupée, eh bien, elle a tenu, ça ne s'est pas fait là en une seule réunion, mais en mettant un process de « nous allons préparer la réunion ensemble ». Et entre chacune de nous va intervenir sur tel ou tel sujet.
Et petit à petit, quand son manager intervenait sur un des sujets qui étaient dédiés à Claire et sur lesquels elle s'était mis d'accord, et bien Claire, devant son équipe, a dit « Claire, Sophie, nous sommes mis d'accord que c'est mon sujet. » Sans s'énerver, sans élever la voix, mais en étant solide. Et petit à petit, les relations avec son manager ont évolué. Quand on sait que, alors vous le savez, on le sait tous maintenant, on l'a tellement entendu, qu'un bourreau, quelque part, pour exister, il a besoin d'une victime. Donc, dès l'instant où on cesse d'accepter d'être une victime, je ne dis pas encore une fois que ça se fait facilement et immédiatement, eh bien, le bourreau n'aura plus de prise. C'est comme le sentiment d'illégitimité. Quelque part, c'est notre propre bourreau. Donc, dès le moment où on va en avoir assez d'être maltraité par notre bourreau interne qui nous dit qu'on est illégitime, eh ben, on va décider de s'en libérer. Et pour mettre tout ça en fait en place dans la durée, eh bien, vous allez identifier régulièrement les actions qui sont des réussites. Parce que continuellement, vous êtes en train de travailler, vous êtes en action, ayez un carnet pour identifier les actions de réussite. Qu'est-ce que j'ai réussi? Et si j'ai eu des difficultés, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ai-je eu ces difficultés? Est-ce que c'est mon vieux démon qui reprend le dessus? Parce que dans ce cas-là, c'est vrai que je n'ai plus les rênes de l'animal, en fait. J'engage souvent les personnes, mes clients, enfin pas souvent, c'est systématique, qui sont en période d'essai, en période d'intégration. Donc, ils ont... et puis, bien sûr, leur manager, même si les feedbacks sont prévus, même si les réunions sont prévues, c'est pas toujours évident. Il y a toujours des urgences. Moi, vraiment, je leur recommande en fin de semaine, le vendredi, de faire un point sur ce qu'ils ont fait pendant la semaine, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Et de relier ça, bien sûr, à leurs objectifs à moyen et long terme. En quoi ça contribue à l'objectif. Comme ça, eux partent sécurisés en sachant là où ça s'est bien passé, là où ils ont été légitimes, ils sont forts, ils ont confiance en eux, et les points d'attention qui devront être soulevés et mis en œuvre la semaine qui vient. Et donc, petit à petit, en améliorant sa confiance en soi, eh bien, vous allez améliorer vos interactions. Et vous allez développer votre impact. Donc, une fois que vous avez identifié vos forces, eh bien, vous allez aussi identifier là où vous devez prendre le temps de bien préparer, ce que vous devez mettre en œuvre, en fait, pour justement limiter ces moments d'illégitimité. Je prends par exemple aussi un de mes clients que j'accompagne actuellement, qui, de par en fait son parcours personnel, parce qu'on revient toujours sur le parcours personnel, les croyances, la place dans la fratrie, le jugement parental exprimé, a une exigence vis-à-vis de lui-même très très forte. Et donc, à chaque fois qu'il a pris des postes, en fait, dans un grand groupe industriel, à chaque fois qu'il a pris des postes, eh bien, c'était l'horreur pour lui, humainement parlant. Parce qu'en fait, mais il le dit, maintenant il le reconnaît, on me demandait, les autres avaient des attentes bien moins importantes que les attentes que je me mettais. Donc, un sentiment d'exigence tellement fort qu'il avait le sentiment de n'être jamais aux attentes. Et donc, il n'entendait même pas les compliments qu'on pouvait lui faire son job, ou l'absence de remarques.
Parce qu'en plus, il est dans un groupe où on ne fait pas de feedback positif. Parce que ça, encore une fois, c'est une autre culture managériale. Et en fait, on est en train de développer un mode de fonctionnement qui fait que quand on lui demande une tâche ou quand on lui demande quelque chose, qu'il définisse précisément ce qu'on attend de lui. Et donc, en fonction de ce qui est attendu de lui, eh bien, de définir ce qu'il va faire comme travail. Ça, c'est une première piste, un premier axe en tout cas, de changement. Et le deuxième axe de changement, c'est de bien toujours revenir à son rôle. Il ne porte pas l'entreprise sur ses épaules. Et donc, à chaque mission, à chaque projet qu'on lui confie, le deuxième axe en fait de développement et de changement, c'est de bien définir quel est son rôle. Et en fonction de son rôle, de définir ce sur quoi il a de l'impact et il va avoir besoin de l'impact et de travailler, et ce sur quoi il va demander aux autres d'être aux attendus. Un autre exemple, Mathieu, qui est devenu directeur de son entité, avant, il était au même niveau que CN-1. Donc déjà, il y a eu le changement de posture de « je prends mon rôle de manager » en fait. Et puis, il s'est trouvé très rapidement sous l'eau. Et on a identifié en fait que… Et donc, il m'a dit « je ne suis pas fait pour le job en fait. Je ne vais pas le garder le job. On va me rétrograder. » Sa DRH, pensant que c'était un très bon… pensant qu'il avait une forte potentialité, m'a sollicité pour l'aider à prendre son rôle. Et un des éléments de coaching, ça a été de bien définir ce qui, pour être dans son rôle, et donc pour avoir le centre, pour gagner en légitimité dans son nouveau rôle et d'avoir confiance en lui, était de bien définir son périmètre. Parce que lui avait une habitude, c'était que chaque fois qu'il y avait une demande du groupe qui arrivait, comme avant il faisait, et qu'il aimait faire, de se dire « hop, je vais faire ». Et un des éléments qu'il a mis en place de changement, c'était « j'ai une demande, maintenant que je connais bien mon rôle et ce qui m'est attribué, j'ai une demande, est-ce que c'est à moi de la traiter ou est-ce que c'est un de mes collaborateurs ?» Et on a travaillé aussi sur sa façon de communiquer sa demande à son collaborateur. Si vous êtes persuadé que vous êtes dans le vrai, qu'il n'y a pas de débat, eh bien l'autre n'en aura pas non plus. Alors, j'en ai presque terminé. En fait, j'étais plus vite que prévu, mais du coup, ça laissera la place aux questions. Oui. Alors, moi, je voulais rebondir sur une remarque qui a été faite par Sylvie Aline qui dit « Lorsqu'on revient sur nos réussites, on a tendance à penser que c'est circonstanciel, conjoncturel et qu'on a de la chance et qu'on est passé au travers des mailles du filet. Donc, ce n'est pas facile de considérer ces réussites comme réellement méritées. » Donc, Oui. est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette remarque qui est intéressante? Alors, déjà, la première chose, quel est son prénom? Ah non, on ne dit pas les prénoms. Sylvie Aline. Alors, Sylvie Aline, la première chose, c'est vrai, maintenant, on n'est jamais tout seul au monde. Nous faisons partie de la solution du problème. Et ça, la Gestalt, pour le coup, thérapie, nous l'enseigne très bien. Nous faisons partie d'un tout, nous faisons partie d'un écosystème. Donc, une réussite, bien sûr que pour réussir une mission, un projet, on va avoir besoin d'avoir des conditions de réussite d'une entreprise. Il n'en demeure pas moins que c'est vous qui avez réussi cette mission au sein de cet environnement. Et je vais bien développer, je vais parler du cas d'intégration qui se sont mal passés. Ça sera le contre-exemple par rapport à votre questionnement et remarque. Et puis, quand vous écrivez, quand on me lit, quand mes clients me lisent leur réalisation,
bien sûr, je vais avoir l'effet miroir. Eh bien, je vais les aider à identifier de ce qui est vraiment, ce qui vient d'eux et ce qui vient du groupe. Et puis, il y a aussi, est-ce que vous avez été en capacité d'utiliser tous les moyens du groupe à votre disposition pour mener à bien votre mission? Je vais revenir sur le cas de Violaine. Violaine, quand elle a repris elle a eu dans ses postes de direction commerciale, à un moment donné, elle a repris 2 équipes, une ex-équipe à elle et une nouvelle équipe en fait qui venait d'une autre entité qui a été fusionnée avec son équipe. Donc il y avait tous les problèmes qu'on peut imaginer quand un manager prend 2 équipes, dont une qui connaissait, l'autre qui ne connaissait pas. Et en plus, avec un changement de stratégie important. Claire n'avait jamais fait ça. Mais Claire, de par sa personnalité, est un être humain qui communique très clairement sur les choses. Elle est sincère et authentique. Eh bien, pourquoi ça a réussi? Parce qu'elle n'a jamais menti sur la situation à ses équipes. Dans sa façon de communiquer, d'ailleurs, elle est partie du constat. Elle était bien dans son rôle parce que ce n'est pas elle qui a décidé de la fusion. Sauf qu'elle était patronne de cette nouvelle entité, donc de cette nouvelle équipe. Donc, voilà d'où viennent les gens, voilà aujourd'hui quelle est l'équipe, voilà quels sont les objectifs, la stratégie qu'on va mettre en œuvre et comment on va la mettre en œuvre, en demandant à chacun de s'exprimer. Et donc, elle n'a jamais menti sur un des éléments qu'elle a présentés. Personne n'a été capable de lui dire après, mais ça, c'était un mensonge, ou tu nous as raconté n'importe quoi, ou machin. Jamais. Contre-exemple, du coup, non, ça y est. Sylvie Aline, c'est ça. Je suis embarquée dans ma présentation et leur tourne. Et ça demande beaucoup d'énergie, en fait. Sylvie Aline, contre-exemple, moi, de temps en temps, alors des professionnels viennent me voir parce qu'ils sont restés très longtemps dans une société, ils vont dans une autre parce que c'est une belle opportunité et finalement, ils s'aperçoivent en fait qu'ils n'ont pas les moyens de fonctionner. Un directeur, par exemple, plutôt innovation, stratégie innovation BizDev, qui est recruté pour faire du BizDev en innovation. Et puis finalement, il s'aperçoit qu'on lui demande d'être directeur de site industriel. Donc, le gap, il est complet. Donc, en fait, il décide de ne pas rester. Un autre exemple, en business développement, en fait, un tel est recruté. Alors, je ne peux pas donner de nom, puis je les ai tous en tête, parce que je change les prénoms pour garder ma confidentialité. Donc, au bout d'un moment, j'ai moins d'imagination. On va dire Anne. Anne est recrutée et Anne, en fait, en BizDev, en fait, dans l'IT, et elle s'aperçoit très, très rapidement que les objectifs qu'on lui demande, elle ne pourra jamais les atteindre parce que le produit, l'offre, n'est pas aux attentes du marché. Et ça, elle n'y peut rien. Donc, ça me renvoie à une autre remarque, et merci Sylviane, parce que vous me permettez d'aller plus loin, c'est que quand vous écrivez vos réussites professionnelles, eh bien, ça vous permet aussi d'identifier quels sont les éléments de l'organisation, quelles sont les relations interpersonnelles qui vous sont nécessaires pour réussir vos missions. Parce que là encore, nous sommes tous très différents des uns des autres. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, une question, je n'ai pas le prénom, peu importe. Comment tu as dit en début de webinaire, Florence, qu'il pouvait être nécessaire de se faire accompagner par les RH
Oui. Et donc, la personne demande par qui, en fait, comment solliciter les RH et par qui se faire accompagner plus spécifiquement au RH. Alors, vous sollicitez, vous pouvez, alors, déjà, c'est en parler avec son manager, en fait. Mhm. De partager avec son manager. Demander un coaching, en fait. Alors, on ne va pas dire je veux un coaching parce que je n'ai pas confiance en soi, en moi. Ça peut pas s'énoncer aussi simplement. C'est comme on ne peut pas faire une démarche réseau, entamer une démarche réseau en disant je vous vois parce que je cherche un job. Ça ne marche pas. Mais en revanche, énoncer le fait que vous êtes vous aimez votre job, vous êtes, enfin aimé, vraiment vous êtes satisfait de votre job, motivé, vous êtes impliqué dans l'entreprise, vous êtes attaché à l'entreprise, mais vous avez conscience en fait que vous avez des insatisfactions par rapport à ce que vous délivrez sur certains points de votre job et que vous voulez continuer à évoluer, vous sollicitez un coaching en fait, un coaching de développement professionnel, de développement de vos compétences. Et avec l'accord de vos... Alors, après, ça dépend des entreprises, mais généralement, le manager va soutenir cette démarche et puis vous pourrez solliciter vos RH. Les RH sont là pour accompagner le développement de leurs collaborateurs. Si les objectifs, et dans ce cas-là, en plus, ça veut dire que vous avez confiance dans l'entreprise et c'est une vraie relation tripartite. Moi, quand je mets ce type de coaching en place, il y a bien sûr la définition, l'identification des objectifs avec le collaborateur, l'identification des objectifs avec le manager, et puis il y a un moment donné, avant de démarrer le coaching, il y a une relation, une réunion tripartite où chacun va être d'accord sur les objectifs à accomplir, sur les objectifs et puis les axes de progrès à mettre en œuvre, à accomplir en fait. Je n'ai jamais vu un collaborateur reconnu par son entreprise dont le coaching avait été refusé. Après, je vais vous dire, c'est une question de budget. Et là, le coach professionnel et les RH, en général, trouvent un terrain d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais le coaching, autant les bilans de compétences, mais on va parler là vraiment de bilan de compétences plus pour des cadres au potentiel ou cadres dirigeants, autant ce n'est pas encore admis totalement dans les cultures et c'est compliqué. Mais autant le coaching est une démarche qui est de plus en plus admise quand il y a un vrai besoin. Et quand il y a un besoin reconnu, parce qu'on sait très bien aussi qu'un collaborateur qui a atteint ses objectifs en coaching va être mieux, va être plus contributif à la profitabilité de l'entreprise et plus attaché à son entreprise. Il se peut aussi que des coachings, que le coaching, un des résultats du coaching fait qu'à un moment donné, le collaborateur se dise en fait, j'ai besoin de ça pour réellement être performant en fait. J'ai besoin de telle culture ou de tel moyen. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, toute démarche en fait de changement, c'est une démarche quelque part vers l'incertitude. Donc, il y a de l'incertitude. Mais il y a toujours plus de force à la fin, pendant et à la fin. Une autre question, Florence, de Adeline. Comment peux-tu nous expliquer le lien qu'il y a entre le perfectionnisme et le sentiment d'illégitimité? Ah, moi, je l'adore, ce lien. Merci pour toutes vos questions. Le perfectionniste, déjà, va s'identifier à son travail. Alors, déjà, le perfectionniste, et là, je fais référence aux 4 accords Toltec, dont l'un ne prend pas les choses personnellement. Ouais. Qui a pris la sauce. Ouais. Ah, Voilà. oui, il y a de la friture. Allô, la tour de contrôle. Alors, le perfectionniste, c'est un vrai sujet de coaching, le perfectionnisme.
Alors déjà, le perfectionniste, alors évidemment, le perfectionniste, ça vient d'un sentiment « je dois être parfait ». Le driver du perfectionniste, c'est « je dois être parfait » et ce que je ne fais n'est jamais assez bien. Et là, c'est souvent par rapport aux exigences que chacun a. Donc, le perfectionniste, déjà, il va souffrir parce que tout ce qu'on va lui dire, c'est son travail, à un moment donné, il va le prendre pour lui-même. Donc, si à un moment donné, on critique son travail, ça veut dire qu'on le critique lui, ce qui n'est pas vrai. Vous n'êtes pas votre travail. Mais c'est une tendance. Donc, confusion. Le perfectionnisme va passer un temps fou, en fait, pour les 20% qui ne sont pas nécessaires. Et donc, le perfectionniste va passer beaucoup de temps et va avoir peut-être un souci de gestion de priorité. Et vous regarderez, en fait, ceux qui sont devenus la différence, on va dire, entre un VP marketing, un VP sales et ceux qui sont en dessous, en fait, et ceux qui, à un moment donné, n'ont pas pu. En fait, c'est un frein au développement, à l'évolution dans l'entreprise parce que vous allez passer trop de temps sur des tâches opérationnelles, en fait. Et que le perfectionniste, en fait, il a tendance à pas suffisamment confiance à ses collaborateurs. Est-ce que vous pouvez Michel, est-ce que tu peux me répéter la question? Comme ça, je vais… Alors, la question est très simple. Je voudrais l'avis de Florence sur le lien entre perfectionnisme et sentiment d'illégitimité. Eh bien voilà, sentiment d'illégitimité parce que vous mettez un niveau d'exigence qui est inatteignable, en fait. C'est la perfection. La perfection est inatteignable. Donc, vous allez chercher à atteindre quelque chose qui n'est inatteignable, dont vous ne serez jamais content ou contente de vous-même. Et ça, c'est… Dès l'instant où vous prenez conscience que c'est inatteignable et que à chaque fois, vous faites de mieux que vous pouvez, et là encore, je fais référence au 4e accord Toltec, eh bien, à un moment donné, vous allez commencer à être moins perfectionniste. Mais là, pour le coup, pour moi, avoir coaché ces sujets-là, ça demande une concentration très, très importante et de bien définir qu'est-ce qu'on attend de vous. Et puis, encore une fois, après, c'est du test and learn. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez rendre quelque chose, alors je ne sais pas ce que vous avez comme fonction, mais vous allez délivrer quelque chose sur lequel vous n'êtes pas satisfaite. Prenez, s'il vous plaît, le risque. Et vous allez voir quel est le retour par rapport à ce que vous délivrez. Peut-être que vous aurez une excellente surprise, on va vous féliciter. Et dans ce cas-là, vous allez vous dire « Ah, mais j'ai passé 30% de temps de moins que ce que j'avais envisagé ou ce que j'ai l'habitude de faire. C'est génial, donc recommencez. » Peut-être qu'on va vous dire « Ah, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas eu le temps, tu n'étais pas là, tu as des soucis. » Peut-être que vous allez vous dire « Là, j'ai descendu le curseur trop bas. » Donc, ça va vous permettre de réajuster. Mais le perfectionnisme, vraiment, c'est toujours… En fait, il y a toujours une question, c'est qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, pas de vous, de ce que vous devez faire, de votre mission, de votre implication, de votre travail. Qu'est-ce qu'on attend de votre travail? Pas de vous. Autre question? Alors, quels sont les 4 accords Toltec? Bon, d'ailleurs, il faudrait qu'on en prévoie Il faudrait qu'on refasse une conférence sur les accords Toltec parce que ouais. c'est extrêmement intéressant. Alors, parce que je ne les ai pas dans le bon sens, je crois. Tu ne supposeras… ta parole est impeccable. Si ta parole est impeccable, que ta parole soit impeccable, pardon. 2, tu ne prendras rien personnellement. 3, tu ne feras pas de suppositions. Alors, parce que ça, ce sont les miens en général que j'anime. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ou 3 et 2. Et le 4e, c'est tu feras du mieux que tu peux. Alors, peut-être
peut-être tu peux donner peut-être 2 mots d'explication Oui. sur, pas faire de suppositions, on Pas faire comprend de- bien. Peut-être la parole impeccable, ça Oui, demande un oui. petit peu plus de choses. Oui, que ma parole soit impeccable, en fait, c'est de pouvoir être très serein par rapport à tout ce que je dis. La personne avec qui je l'anime et avec qui je travaille depuis de nombreuses années, une des personnes avec qui je l'anime, dit toujours, en fait, a pris l'habitude, alors c'est un monsieur très sage maintenant, a pris l'habitude, en fait, de s'exprimer sur une personne comme si la personne était en face de lui. Et bien là, on est dans la parole impeccable. Un des éléments aussi dans la parole impeccable, c'est le non-jugement. C'est pas dire, un exemple, c'est tu ne sais pas faire une demande de facture correcte, par exemple, une demande de facturation. La parole impeccable, déjà, c'est de ne pas dire tu, c'est de dire ta demande de facturation a besoin d'être améliorée. Vous voyez, c'est de ne pas juger. Et le tu. Le deuxième, donc, ne pas faire de suppositions. On en a parlé tout à l'heure. Non, ne pas faire de suppositions. Tout simplement parce que nous sommes tous des êtres uniques qui provenons de milieux sociaux, culturels, avec des croyances religieuses, des systèmes de croyances aussi religieuses totalement différents. Donc, nous voyons tous le monde à travers nos lunettes et notre propre vision du monde. Donc, lorsque nous faisons des suppositions, nous supposons que la personne a agi ou a dit quelque chose selon notre propre vision du monde, sauf qu'elle l'a dit ou elle a fait selon sa propre vision du monde. Une supposition est rarement vraie. Donc, je schématise, je vais très, très vite. Donc, pas prendre les choses personnellement. Quand on dit ton travail là, ou je ne suis pas satisfait de la façon dont avance la mission, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas satisfait de vous. C'est de la façon dont avance cette mission. Donc, quelles sont les raisons qui font que cette vision n'avance pas comme elle se devrait? Et donc, à partir de là, quelles sont les solutions à mettre en œuvre? Quelles solutions qui vous appartiennent? Et quelles sont les solutions où vous avez besoin d'être soutenu? Le quatrième accord, c'est que faire du mieux qu'on peut. Dès l'instant où on fait du mieux qu'on peut, eh bien, nous n'avons pas de regrets. Parce que nous ne sommes pas dans la toute-puissance et nous ne maîtrisons pas tous les éléments. Encore une fois, nous faisons partie d'un tout, nous faisons partie d'un ensemble. Et c'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure de difficultés que vous avez, d'obstacles que vous n'avez pas surmontés ou d'échecs peut-être que vous avez eu, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait du mieux que je pouvais? Il y a des moments, on ne fait pas toujours du mieux qu'on peut. Parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres humains qui ont nos faiblesses. On va être fatigué, on n'en pourra plus, on a des soucis personnels. Notre enfant passe le bac, notre enfant passe des concours d'école, notre maman est malade, ou on a un enfant malade. On a tous des situations à un moment donné qui impactent justement notre efficience. Et on ne fait pas du mieux qu'on peut. Mais, je vais rajouter quand même une couche, on fait du mieux qu'on peut compte tenu des circonstances. Et si à un moment donné, on se dit on n'a pas fait du mieux qu'on pouvait, même si on avait toutes les circonstances pour le faire, ça ramène à une autre question. Est-ce que ce que je fais m'intéresse? Parce que si ce que je fais ne m'intéresse pas, je ne pourrai jamais réussir entre guillemets, en tout cas avoir, c'est aussi ça à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, je ne m'y développerai pas. Et dans ce cas-là, la question se pose, pourquoi suis-je fait et quelle est ma juste place? D'autres questions? Alors, une question d'Adeline, et ça pourrait, compte tenu du temps, je dirais, constituer un petit peu la conclusion.
de ce webinaire, quel est le premier pas que tu conseilles pour se défaire du jugement des autres et voir de l'interprétation de leurs attitudes, leurs paroles? Parce que quand on a un sentiment d'imposteur, on voit souvent uniquement le pire et le négatif. Voilà. Donc, Alors, une ouais, étape concrète pour ça. une étape concrète, la première, prenez un carnet et régulièrement dans la journée, eh bien, vous allez noter, vous allez vous faire une page, il y a une page confiance ou légitime plus, une page moins, et vous notez peut-être vous prenez le temps 2-3 fois dans la journée pour noter là où vous percevez négativement, parce que l'autre vous renvoie quelque chose qui fait que vous allez vous percevoir positivement et négativement. Donc, comme vous êtes dans cette attitude, eh ben, vous allez commencer par écrire le négatif et vous vous forcez à écrire le positif. Thomas d'Azembourg, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » a été une révolution pour moi il y a 15 ans. Dit il faut pouvoir, et c'est nécessaire, en fait, c'est une nécessité en termes d'hygiène de vie personnelle, de s'asseoir dans sa chaise intérieure ou sur sa chaise intérieure au moins 2 fois par jour pour prendre du recul par rapport à ce que nous vivons. Et ça fait partie, vous voyez, à partir d'un certain âge, on suit sa santé. On va faire des examens régulièrement pour suivre sa santé, pour voir, pour justement détecter bien en amont un problème qui n'est pas un problème et qui pourrait devenir un problème plus tard. Eh bien, prendre ces temps de recul sont aussi importants finalement que de faire des examens. C'est une sorte d'examen de soi qui permet d'identifier ces points-là. Et vous verrez peut-être au bout d'une semaine ou de 2, relisez, et vous verrez ce qu'il en sort. Et à un moment donné, et j'espère que d'écrire, à un moment donné, va vous amener le besoin de dire « Stop, j'en ai assez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Le premier pas, de toute façon, de la décision, c'est de dire « Stop, j'en ai assez. Il faut que ça s'arrête. » Et donc, je vous partage cette phrase. La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. William James, qui est un philosophe et psychologue américain, fin 19e, début 20e. Et je trouve ça tellement vrai. Absolument. Voilà. Eh bien, comme il n'y a plus de questions dans le chat, je vous propose, on est au terme de notre webinaire, donc à moins que quelqu'un ait une question à poser en direct, mais sinon, je vous propose d'en rester là. Donc, vous recevrez soit par l'intermédiaire de Nathalie Crémézy, soit par les correspondants carrière des associations, donc EM Lyon et Arts et Métiers. Vous recevrez donc le replay une fois qu'il sera, je dirais, un petit peu travaillé, récupéré et travaillé. Et puis les slides de Florence Roch, donc dans l'adresse mail que vous avez indiquée au moment de votre inscription. Voilà, donc je retiens l'idée, puisqu'il y a quand même eu quelques questions sur le fait que nous referons en 2024 un webinaire sur les accords Toltec, parce qu'effectivement, ça avait généré beaucoup d'intérêt lorsqu'on l'a fait en début de cette année 2023. On le refera, donc soyez assidus, regardez, suivez la programmation de vos associations pour voir un petit peu les différents événements qui seront programmés. Voilà, donc merci beaucoup Florence pour tout ce que Merci tu à vous. as Et partagé. merci Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et puis bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjeuné encore. Très bel été à tout le monde, hein, puisque maintenant on y arrive rapidement. Et puis, écoutez, à très très bientôt pour